Good morning poker. Voici le 4e épisode de nos vidéos tactiques à propos du fit or fold et le 4e défaut des sardines, c'est leur côté prévisible, notamment au niveau des mises. En fait, une sardine mise avec du jeu et elle va faire souvent check sans fit, c'est-à-dire sans avoir touché quoi que ce soit au board. Ici, on a un exemple où le As-Roi a touché top pair, top kicker, et donc il est clair qu'on a un fit et qu'il va falloir considérer de miser. Maintenant, est-ce vraiment utile de miser ici, puisqu'on a top pair, top kicker, et en gros, qu'est-ce qui nous bat? Bon, la paire d'As, c'est peu probable, puisque le jeu se serait emballé pré-flop. On est dans une configuration classique où on est rentré en faisant un raise et on a été payé par le bouton, par exemple. Donc, ce qui nous bat, c'est essentiellement une paire de 7 et une paire de 3, et c'est à peu près tout à ce moment-là du jeu. Donc, quel intérêt a-t-on ici à miser, puisque toutes les mains les plus faibles vont folder ici. Donc, on a intérêt à faire check, éventuellement, pour qu'un as plus faible mise. Évidemment, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui est attaché aux as et qui vient de toucher deux paires avec As7 et As3, mais c'est le jeu. Donc on réavisera au flop et là on pourra miser pour value. Ça s'appellera donc un continuation bet delayed, c'est-à-dire qu'on va faire la mise de continuation, non pas au moment du flop, mais au moment du turn. Inversement, si on n'avait pas de fit du tout ici, on aurait fait check, et ça c'est mauvais parce que le bouton va pouvoir miser en nous faisant croire, qu'il a lui un as, alors que si ça se trouve il a rien du tout, et donc on tomberait dans le syndrome du fit or fold. La correction pour tous vos fit or fold et pour que vous puissiez exploiter les joueurs sardines, c'est de les catégoriser. Donc par rapport à tout ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes, il faut que vous soyez très vite en mesure de dire si ce joueur est plutôt loose ou plutôt tight. C'est le premier type de distinguo que vous devez faire. S'il est récréatif ou s'il est correct. Par exemple, s'il tient compte de la position, déjà il a compris un certain nombre d'éléments qui font qu'il est plus correct et moins récréatif. S'il ouvre avec les mêmes cartes, quelle que soit la position, c'est un joueur récréatif. Également, s'il est fit or fold, c'est un joueur récréatif. Surtout, s'il rentre en LOL, en loose limp, c'est un joueur récréatif. Donc, vous avez des tas d'indices par rapport aux vidéos que nous venons de couvrir pour savoir si le joueur est récréatif ou s'il est correct, on va dire, par rapport à ce niveau de sardine. Et puis un autre élément que vous allez pouvoir identifier ici, c'est si le joueur est passif ou s'il est aggro. Un joueur passif, c'est un joueur qui va rentrer en limpant, en misant une seule bébé, ou bien s'il est aggro, c'est qu'il va rentrer en faisant un raise, voire un 3-bet s'il y a déjà eu un raise, c'est-à-dire qu'il va faire un re-raise sur le montant du premier ouvreur. Et également post-flop, vous pouvez voir si un joueur est agressif ou passif. Un joueur passif post-flop, typiquement, il va miser une blinde, même si le pot en fait 12, et ça c'est typique des joueurs passifs. Ça n'a aucun intérêt, puisque c'est comme si on avait fait check, sauf que on va faire grossir un tout petit peu le pot. Le 5e et dernier défaut des sardines, c'est probablement le plus important, et c'est ce qui
fait sortir la sardine de cette catégorie-là, c'est que les sardines ne tiennent compte que de leurs propres cartes et pas des cartes des adversaires. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas deviner les cartes des adversaires, mais cependant, en tenir compte, ça veut dire tenir compte par rapport aux 3 éléments fondamentaux du Rochampoc, la position, le stack, les mises donc, et également les cartes elles-mêmes, le range de cartes. Ces 3 éléments combinés doivent vous donner un éventail de main des cartes de vos adversaires. Et donc, il y a un réflexe fondamental pour ne plus être une sardine, pour améliorer son jeu, c'est de tenir compte des autres joueurs en les mettant sur un type possible de carte avec un range. Voilà le fameux tableau de range que nous avons déjà vu. J'ai mis des couleurs par rapport au range, de manière à ce que vous voyez que plus on est rouge, plus on est près en termes de position du UTG, et plus on est bleu, plus on est dans, par exemple, le bouton ou le cutoff. Évidemment, tout ceci est indicatif. Il faudra l'ajuster par rapport à d'autres critères, l'endroit où se trouve dans le tournoi, le metagame, l'historique avec les joueurs, la typologie des joueurs. Les joueurs qui sont fans des As, ils vont rentrer avec même As-2 dépareillé, etc. Donc, ce qu'il faut retenir de ce tableau, c'est que c'est un tableau idéal médian duquel vous allez ajouter ou enlever des cartes en fonction de la position. Donc ce qui est en rouge va mériter un 3-bet, un re-raise ou un push or fold, un all-in lorsqu'on a un stack très faible. Et le orange méritera peut-être un raise ou un re-raise, mais déjà dans des positions beaucoup plus favorables de moyenne position, et le jaune sera réservé plus à la riposte des blindes ou au jeu en hijack ou en milieu de position low jack par exemple, et puis le bleu ça sera vraiment pour le cutoff et le bouton. Encore une fois, ce n'est pas une règle absolue, il ne faut pas aveuglément utiliser ce range, il faut l'adapter en fonction de la table, des événements du metagame et aussi du profil des joueurs adverses. Si vous rentrez avec 6 et 5 et que 3 fois de suite vous vous faites 3 bêtes par le joueur qui est à votre gauche, bon, c'est pas la peine de continuer à rentrer avec ce type de main-là. Ce sont des mains spéculatives qui veulent dire que vous avez envie de voir le flop. De même, vous n'avez pas intérêt à faire un 3-bet avec une paire de 4 si vous vous dites que dans ce type de joueur, le fait de toucher un brelan va vous permettre de leur enlever pratiquement tout leur stack. Et donc, une fois que vous avez catégorisé les joueurs, l'autre grande action à faire, c'est à les mettre sur un type de jeu possible avec un range. Donc par exemple, si vous savez que ce joueur-là n'est rentré qu'avec au maximum une paire de 9, donc avec une paire de 9, paire de 10, etc., et puis As-Roi, et que le flop montre 10, 4, 9, s'il fait all-in, c'est probablement qu'effectivement il a les As, les Rois, et il cherche à vous entraîner à miser tout le pot. Et évidemment, il faut se coucher puisque c'est un adversaire qui ne rentre qu'avec des très grosses cartes. Voilà. Donc, le fait d'avoir catégorisé les joueurs et le fait de les mettre sur un type de jeu possible avec un range combiné fera de vous l'un des meilleurs joueurs à la table. Vous avez remarqué le nombre d'anglicismes, de mots en anglais qu'il y a au poker comme folder, limper, raise,
tight, loose, etc. Et donc j'ai eu l'idée de faire un dictionnaire français-anglais, et donc je l'ai appelé le Franglopoc, et il ne faut pas chercher à essayer de parler français dans un jeu qui est anglophone, parce que vous ne pourrez pas communiquer avec d'autres joueurs qui, eux, parlent justement le Franglopoc. L'autre intérêt d'apprendre les termes techniques dans la langue du poker, le Franglopoc, c'est de pouvoir échanger justement avec d'autres joueurs et d'apprendre des nouveaux concepts. Quand par exemple on dit un C-bet, un continuation bet, c'est un concept qui vous permettra de progresser dans votre jeu au flop et dans les streets suivantes. Vous voyez, les streets, c'est les tours d'enchères suivants, mais personne ne dit tour d'enchères, etc. Donc on va voir quelques termes techniques qu'on utilise dans chaque vidéo, et c'est ceux que j'ai mis entre crochets dans les différents moments de cette vidéo. Et puis aussi on va voir quelques noms usuels des types de mains, de façon à ce que vous puissiez raconter votre coup, et aussi que vous puissiez mémoriser plus facilement ce que vous aviez, parce que la mémorisation des mains, notamment au showdown, à l'abattage, est fondamentale au poker pour progresser. D'abord, on va faire une révision sur les positions. Donc, il y a les positions qui sont en bout de table, en late position, c'est-à-dire les dernières qui vont parler. On qualifie ces positions souvent de hijack, cutoff et bouton, ou dealer, ou button. Ensuite, il y a les positions moyennes, comme le low jack et le MP, le middle position, et les early position, les EP, vous verrez souvent l'acronyme EP, qui sont UTG, UTG plus 1, et puis SB qui veut dire small blind, petite blinde, small comme petit, et big blind, BB, et c'est l'unité de mesure des mises. On dit qu'on a misé 8 BB, ça veut dire qu'on a misé 8 fois la valeur de la grosse blinde. Ensuite, nous allons voir quelques noms qui sont associés au fait de nommer une partie du range. C'est-à-dire, ça permet d'avoir une catégorie de mains. Au lieu de dire la personne, elle a l'adversaire, il a As 10, peut-être As Valet, As Dame, As Roi, on va dire il a un Broadway avec un As. Les Broadway, c'est toutes les cartes entre As et 10. On les appelle aussi les figures, bien que le 10 ne soit pas vraiment une figure, mais voilà. Donc les Broadway, c'est de As à 10. As, Roi, Dame, Valet, 10. Ce sont évidemment des cartes hautes. Et ensuite, nous avons les connecteurs. Un connecteur, ce sont deux cartes qui connectent, donc qui ont un potentiel de suite de quinte, comme par exemple 8 et 7, 10 et 9, Valet 10. Quand le connecteur est dit gapé, il y a un gap, ça veut dire un trou. Par exemple, Valet 9 est un connecteur gapé. Quand on dit qu'il est suité, donc il est assorti, ça va être Valet 9 de carreau ou Valet 10 de carreau. Donc quand des cartes sont suitées, elles sont de la même sorte, de la même couleur. Inversement, quand elles sont off-suite, elles sont de couleurs différentes. Des cartes premium sont des cartes du haut de gamme, c'est les cartes rouges ou oranges qu'on a vues dans la grille de range de tout à l'heure. Par exemple, As-Roi, c'est une carte premium. Les As, les Rois, les Dames, tout ça sont des cartes premium. On les appelle premium parce que c'est celles qui nous font gagner le plus souvent. Ensuite, nous avons les cartes borderline. C'est, comme leur nom l'indique, elles sont un peu au bord. Elles sont au bord des cartes jouables. Et donc, des cartes comme Dame 10 off
off comme off suite, sont des cartes borderline parce que ce sont des broadways, mais on est souvent dans des mains dominées, c'est-à-dire des mains qui vont perdre à l'abattage à cause du kicker, par exemple contre roi-dame ou contre, par exemple, dame-valet contre dame-10. Et donc, ces cartes borderline, il faut éviter de les jouer quand on peut faire autrement. Et il faut les jouer vraiment que dans des cas où on sait que l'adversaire, par exemple, est fauf. Il va faire fit or fold, il va se coucher après, on sera en bonne position. On pourrait jouer ces cartes borderline. Les cartes tricky, c'est les cartes compliquées à jouer. Par exemple, l'exemple le plus connu, c'est Maverick, Dame-Valet, parce que quand on a une top pair, elle peut être souvent dominée, et quand on a touché, par exemple, une quinte, on peut avoir très bien touché la quinte ou la couleur qui est en dessous, et donc on peut être battu également avec le kicker, voilà. Donc c'est des cartes tricky à jouer, compliquées à jouer, difficiles à jouer. Le range, des fois je dirais le range ou la range. En fait, certains disent la range parce qu'il y a un E à la fin, mais en fait ça peut être le range aussi parce que c'est l'éventail de mains. Et donc un range, c'est ça, c'est un éventail de mains où vous avez par exemple As-7 jusqu'à As-Roi, ça va s'appeler As-7 plus O, et donc ça va être de As-7 off-suite à As-Roi off-suite. Ça c'est un range. Et ça va permettre de mémoriser plus facilement et de noter plus facilement les cartes potentielles des adversaires et des siennes. Concernant les joueurs maintenant, vous avez vu qu'il est très important de les catégoriser. Et donc il y a essentiellement 3 types de catégories à décider pour un joueur, qui peuvent, sur le même joueur, hein, bien entendu. Donc vous avez d'abord la première bascule qui est soit loose, soit tight. Soit il joue large, soit il joue serré. En général, sur un full ring ou sur un 6 max, c'est plus large. Sur un full ring, c'est 25% des mains en tout, quelle que soit la position, qu'on considère comme étant un joueur tight, en dessous de 25%. Au-dessus de 25%, on le considère comme loose. Et maintenant, si on est sur un 6 max, sur une table avec 6 joueurs seulement, on va considérer qu'on est loose à partir de 30%. Vous voyez que donc, 3 fois sur 4, un joueur tight ne rentre pas dans un coup, et donc ça vous laisse largement le temps d'observer les autres joueurs et de prendre des notes. Ce qui est très important, que ça soit en live ou online, de noter quel est le profil d'un joueur. Cela pourra vous servir après pour prendre la bonne décision, parce que un joueur loose va devoir abandonner beaucoup de mains post-flop qu'il n'aura pas touché. Ensuite, la deuxième bascule, c'est entre passif et aggro. Et là, l'avantage est très nettement au poker, pour des raisons mathématiques, aux joueurs agressifs, aux joueurs aggro, par rapport aux joueurs passifs. Et tout simplement parce qu'un joueur passif va éventuellement se coucher s'il se fait relancer, par exemple quand il aura limpé, ou bien il va également ne pas valoriser ses mains fortes en n'ayant pas misé assez, et donc quand il misera pour value, pour valoriser son coup, il va toucher pas assez dans ce pot-là. Et donc c'est très mauvais, c'est pratiquement le plus mauvais qu'on puisse faire au poker par rapport aux mathématiques du jeu, c'est de jouer de manière passive. Ensuite, la troisième bascule, c'est entre un fiche et un joueur correct. Un joueur correct, c'est un joueur correct à son niveau. Donc on va dire qu'il va être correct par rapport au fait d'avoir déjà éliminé les erreurs des sardines à ce niveau-là.
Et puis, il y a des dénominations qui servent à commenter les coups, vilain et héros. Vilain, les Anglais l'écrivent avec 2 L, et en français c'est écrit avec 1 L, donc j'ai dit que j'écrirais avec 1 L. Et ça vient du Moyen-Âge, les vilains, c'était les ennemis. Hein. Et héros, bah, c'est nous, hein. On est les héros. Et donc, c'est pareil, il y a un accent en français, mais bon. Et donc, quand on commente un coup, on positionne sa propre main en disant « héros est en train de faire ceci ou cela ». Et vilain, c'est vilain 1, vilain 2, le ou les adversaires qui sont dans le coup contre héros. C'est un système de notation que tout le monde utilise au poker. Alors, concernant le board, c'est-à-dire les cartes qui sont affichées sur la table, on a au début du board le flop, et ce sont les 3 premières cartes, et comme on a 2 cartes en main au Texas Hold'em, ça veut dire qu'on sait déjà quelle est la meilleure main possible, les fameux nuts, les noisettes, c'est la meilleure main possible. On dit aussi les quasi-nuts quand c'est par exemple la 2e meilleure main ou la meilleure main probable. On peut parler de quasi-nuts. Et donc des joueurs très serrés, très tight, vont par exemple ne jouer qu'avec des nuts, ne vont miser qu'avec des nuts. Des joueurs également qui sont très très serrés ne vont miser qu'avec un fit. Et le fit est de plus en plus, c'est-à-dire on a touché ou pas, de plus en plus serré, de plus en plus proche des nuts en fonction de la serrure du joueur, du fait qu'il soit nit ou pas. Nit veut dire un joueur serrure, un joueur qui joue très très peu, que ce soit pré-flop ou post-flop. Il y a des variantes d'ailleurs. Certains jouent serré pré-flop et large post-flop, et inversement, ou les deux larges, les deux serrés. Qu'est-ce que le fit? Donc encore une fois, c'est quand on a touché quelque chose qui connecte avec ce qu'on a en main. Par exemple, on a As-Roi et le flop est As-8-2. Ben, on a la meilleure paire avec le meilleur kicker. On a un fit. Mais on peut avoir considéré qu'on a un fit avec simplement un tirage couleur, voire une gutshot, c'est-à-dire un tirage quinte avec une carte manquante. Et on peut aussi considérer qu'on a un fit avec la 2e paire, voire la 3e paire. Certains joueurs mettent la barre du fit à différents endroits et il faut repérer qu'est-ce qu'un joueur appelle un fit dans son propre mental. Et le FOF, c'est extrêmement intéressant à exploiter. Il s'agit du fit or fold, c'est-à-dire que ce type de joueur-là, qui est un joueur passif, ne va miser, quelquefois fort d'ailleurs, quand il a un fit proche des nuts ou les nuts, il va miser que quand il a du jeu. Et il va checker quand il n'a pas de jeu, et donc du coup, on peut le faire folder, même la top paire, quelquefois 2 paires, quand il est un pur fit or fold, c'est-à-dire qu'il ne va pas suivre avec un fit faible. Chaque joueur a son seuil de fit or fold et certains joueurs vont avoir un seuil qui sera simplement quand ils se prennent all-in de notre part, ils vont considérer que la top paire n'est pas bonne et ils vont la jeter. Donc tout joueur a un seuil de fit or fold, mais les joueurs qui ont un seuil de fit or fold très bas sont très exploitables. Il faut vous rappeler que quand on a un flop, 2 cartes non assorties n'ont qu'une chance sur 3 d'avoir un fit avec l'une des 3 cartes du flop. Je ne parle même pas de la top paire. Et donc, en fait, on touche assez peu souvent le flop. C'est pour ça que c'est très exploitable un joueur qui ne mise ou ne paye que quand il a un fit, notamment au flop. Le kicker, c'est la carte qui va avec quand on a une paire, par exemple. On a As 9-2 au flop
et on a As-Roi. Le kicker, c'est le roi, puisque là, ça fait top pair. Rainbow se dit d'un flop où les 3 cartes sont de 3 couleurs différentes, comme arc-en-ciel. Après, sur le turn ou la river, c'est très difficile d'avoir un rainbow. Il y a souvent 2 cartes de la même couleur, mais sur le flop, c'est assez commun. Et ça veut dire qu'en tous les cas, il n'y a pas de tirage couleur possible, puisque pour avoir un tirage couleur, il faut que vous ayez au moins 2 cartes de la même couleur. Et pour avoir une potentielle couleur faite, il faut 3 cartes de la même couleur, comme nous avons vu dans une vidéo précédente. ISO-raise, on a vu ce terme. Isolation raise, c'est l'abréviation, qui veut dire une relance pour isoler le joueur qui avait parlé avant vous. Que ça, si c'est un limp, ou si c'est plusieurs limps, ou si c'est un raise, là ça devient re-raise. Miser pour value, c'est l'inverse de miser pour bluff. On a toujours une bonne raison de miser, et miser pour value, ça veut dire mettre de l'argent dans le pot pour faire grossir le pot et essayer de faire payer des mains moins bonnes. Ça ne sert à rien de miser pour value quand le flop est très sec, très dry, que la top pair, vous avez top pair, top kicker, et que seuls des brelans vont vous payer en réalité. Donc on mise pour value quand on a un danger faible ou plus ou moins fort à venir à laisser une carte gratuite. Mais sinon, on peut aussi faire check, et donc on n'est pas obligé systématiquement de miser pour value. Voyons quelques cartes à mémoriser, aussi pour commenter les coups. American Airlines, c'est la paire d'as, bien sûr, c'est le nom le plus connu pour les 2 as. On les appelle aussi les flèches ou les pocket rockets, parce que tout ce qui est dans la poche, c'est-à-dire tout ce qui est caché, et les roquettes, parce qu'elles vont faire du dégât quand votre adversaire va se rendre compte que vous avez les pocket rockets. Un qui est assez peu connu, c'est 8-8. On les appelle les infinis, ou alors, pour rire, on les appelle avoir une Chuck Norris, parce que Chuck Norris, figurez-vous, c'est officiel, il a déjà compté jusqu'à l'infini, mais 2 fois. As-Dame, on l'appelle Doyle ou Texas Dolly. En fait, le double champion du monde, Doyle Brunson, le pape du poker, celui qui a pratiquement inventé le poker moderne, c'est sa main détestée. Et donc, on l'a appelé comme ça Doyle ou Texas Dolly, la poupée du Texas, puisque Doyle Brunson est texan, et donc voilà pourquoi on a coutume d'appeler cette main, qui est assez compliquée à jouer. Évidemment, elle est archi-dominée par As-Roi, et souvent les confrontations As-Dame, As-Roi se terminent très mal pour notre Texas Dolly. Il faut noter d'ailleurs que Doyle Brunson est le seul à avoir 2 mains à son nom, parce qu'il a aussi 10 et 2, qu'on appelle une Doyle également, qui est sa main favorite, parce que c'est la dernière main qui l'a fait remporter son heads-up, donc la finale, la dernière main des 2 fois où il a été champion du monde. Il a eu 10 et 2, et c'est cette main qui l'a fait gagner 2 fois. C'est une main extrêmement faible, mais quand on n'est plus que 2 joueurs, ça peut suffire à gagner un championnat du monde. Ensuite, nous avons un certain nombre de mains de Broadway que l'on va regarder ici pour mémoriser, qui sont Ajax, As-Valet, donc ça fait Ajax en mnémonique, Kojak, King Jack, Kojak le feuilleton, et Maverick le film, avec Mel Gibson et Jodie Foster, donc Dame Valet, voilà, c'est sa main qui
qui le fait gagner dans le film. C'est pas un spoil, vous verrez que il en parle dès le début. Si vous voulez creuser de manière avoir un livre de référence sur les sardines, c'était mon premier livre sur le poker, Poker Instinct numéro 1. Et pour que vous ne laissiez aucune chance au hasard et que vous battiez les sardines, voilà le livre que vous pouvez trouver, Poker Instinct, sur Lulu Press ou sur Amazon. À bientôt!